Fin avril 1945, la guerre touche à sa fin, mais Dachau continue de tuer. Un train scellé arrive de Buchenwald. Lorsque les troupes américaines atteignent le camp et forcent les portes, elles découvrent des wagons à bestiaux remplis de corps, des hommes qui n'étaient plus arrivés comme prisonniers, mais comme du fret. Un train de la mort, une fosse commune sur des rails. Cette image allait choquer le monde, mais ce n'était pas une horreur isolée. C'étaient les derniers mois de Dachau rendus visibles. À mesure que le front se rapprochait, les convois affluaient dans le camp. Des baraquements prévus pour des centaines engloutissaient des milliers de personnes. La nourriture et l'eau venaient à manquer. Le typhus ravageait les pièces surpeuplées. Les morts s'entassaient plus vite qu'on ne pouvait les évacuer. Et tandis que la SS tentait de brûler les archives et d'effacer les preuves, le camp continuait de produire des corps, bien trop nombreux pour être dissimulés. Puis la libération est arrivée, et même cela ne s'est pas fait sans heurts. Le choc de ce que les soldats ont découvert a déclenché la rage, le chaos et des tueries dans les dernières heures du camp. Et dans les semaines et années qui ont suivi, une autre bataille a commencé. Recueillir des témoignages, identifier les responsables et juger les crimes de Dachau. Alors, à quel point les derniers mois à l'intérieur de Dachau étaient-ils terribles? Nous commençons par le train que les libérateurs ont ouvert et suivons l'histoire à travers l'effondrement, la libération et la justice qui a suivi. À la fin de 1944, alors que les convois en provenance des camps de l'Est évacués affluaient, la population de Dachau a gonflé bien au-delà de toute capacité prévue. Le camp est devenu une incarnation brutale de l'effondrement du régime, un creuset de maladies et de famine. Cette crise n'était pas accidentelle. Elle faisait suite à la décision de la SS de vider les camps avant l'arrivée de l'armée rouge, envoyant des colonnes brisées vers l'ouest. Dachau a été transformé en point de réception. Son infrastructure, déjà sous pression, a été submergée. Les registres officiels de la SS de cette période présentaient une image édulcorée. Ils sous-estimaient le nombre réel de détenus, un mensonge bureaucratique destiné à dissimuler la catastrophe aux autorités supérieures et au monde extérieur. Alors que les documents laissaient croire à une population gérable, la réalité derrière les barbelés était une densité impossible. Des baraquements construits pour quelques centaines de personnes en contenaient plusieurs fois plus. L'espace personnel s'est réduit à quelques centimètres. Les prisonniers dormaient serrés, ou à même le sol, faute d'espace, sans hygiène ni repos. La subsistance, déjà réduite à une ration dérisoire de soupe claire et d'un morceau de pain, fut encore diminuée à mesure que le réseau logistique de l'Allemagne s'effondrait. L'apport calorique est tombé en dessous du seuil nécessaire à la survie. Les corps consommaient leurs propres muscles et leurs tissus. Une malnutrition extrême et la saleté s'ensuivirent. Dans ces conditions, les maladies épidémiques avaient tout ce dont elles avaient besoin. Le typhus, transmis par les poux, se propagea de façon incontrôlable. La surpopulation et le manque d'hygiène accélérèrent la transmission. Il n'y avait pas de médicaments efficaces, pas de moyens fiables de désinsectisation et peu de capacité à isoler les malades. L'épidémie ravagea le camp avec une efficacité terrible, s'ajoutant aux décès dus à la dysenterie et à l'exposition. Au début de 1945, les systèmes d'eau, d'égouts et d'électricité du camp vacillaient ou tombaient en panne. Au milieu de cet effondrement systémique, la SS maintenait la mascarade de l'ordre. Le régime rigide des appels continua. Des prisonniers émaciés, beaucoup fiévreux, restaient debout des heures durant, en formation, par tous les temps. Ceux qui tombaient étaient battus ou emmenés. La discipline administrative, autrefois méticuleuse, se désintégra à mesure que l'ampleur des décès dépassait tout registre. En décembre 1944, le nombre de morts augmenta brusquement. Dans les mois qui suivirent, les décès atteignirent des milliers chaque mois. Les crématoires ne pouvaient plus suivre. Les cadavres s'accumulaient dans les baraquements et les cours, et des enterrements de masse s'ensuivirent. Les historiens attribuent plus de 15 000 morts à Dachau entre la fin de 1944 et avril 1945, principalement au typhus, à la faim et à la négligence. Le mécanisme n'était pas le gaz, mais la surpopulation délibérée, la privation et l'abandon. C'était le camp qui se préparait à sa propre disparition, avec des systèmes défaillants et une mortalité qui explosait hors de tout contrôle.
À ce stade, la SS fut confrontée à un nouveau problème qui dépassait l'administration ou l'approvisionnement. Avec l'avancée des armées alliées et l'accumulation des corps, la question n'était plus de savoir comment gérer le camp, mais comment éliminer ses témoins. Les décisions suivantes allaient transformer la crise en mouvement, et les routes de Bavière allaient devenir une partie de la machine de mort. Alors que la ligne de front s'effondrait en avril 1945, la SS fut confrontée à un problème logistique devenu une nécessité existentielle pour le régime: l'élimination des preuves. Le haut commandement nazi donna des ordres explicites pour l'évacuation des camps de concentration afin d'empêcher leur libération et, dans les faits, considéra les prisonniers comme des témoins à éliminer, souvent de manière fatale. Cet ordre émanant du plus haut niveau de la SS alimenta la nature chaotique et meurtrière de ce qui allait devenir les marches de la mort. Au moins 25 000 prisonniers issus du vaste système de camps de Dachau furent envoyés dans des marches épuisantes à pied en direction du Tyrol ou transportés dans des wagons de marchandises scellés. L'objectif affiché était un repli stratégique vers un prétendu réduit alpin, une ultime chimère nazie d'une résistance finale. La réalité était une politique d'extermination par épuisement. Les prisonniers, déjà squelettiques à cause de la faim et ravagés par la maladie, étaient forcés de prendre la route sans nourriture ni eau suffisante. Les marches n'étaient pas des transferts, mais un moyen de réduire le nombre de témoins vivants. Le 24 avril, quelques jours seulement avant l'arrivée des Américains, le commandant du camp força entre 6 000 et 7 000 détenus survivants à entreprendre une marche de la mort vers le sud, en direction de Tegernsee. Les gardes SS qui les accompagnaient avaient reçu l'ordre de ne laisser personne à la traîne. Tout prisonnier incapable de suivre le rythme brutal était abattu. La marche de 6 jours devint un véritable parcours d'exposition et d'exécution. Beaucoup d'autres moururent d'épuisement, de faim et des intempéries. Des mois plus tard, une fosse commune contenant 1071 prisonniers fut découverte le long de ce même itinéraire, témoignage silencieux du véritable objectif de la marche. La méthode était d'une brutalité simple. Ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient exécutés sur place. Leurs corps jonchaient les bords des routes de Bavière. Les évacuations des nombreux sous-camps de Dachau suivirent le même schéma. Ces marches de la mort impitoyable ont probablement causé la mort de milliers de personnes, représentant une part importante du bilan final du camp. Cela représentait un tournant décisif dans le processus d'extermination nazie. Le meurtre systématique, presque bureaucratique, des premières années du camp laissa place à une forme de massacre plus chaotique et opportuniste, alimentée par la panique de la défaite imminente. La chaîne de commandement resta intacte jusqu'à la toute fin. Des commandants comme Eduard Weiter et son successeur, Martin Weiss, étaient directement responsables de l'exécution de ces ordres venus de Berlin. Même alors que le régime s'effondrait, la machine de mort fut réutilisée pour une dernière opération dévastatrice. Les marches de la mort vidèrent le camp principal d'une grande partie de sa population restante, ne laissant qu'une coquille vide de l'installation. Mais les preuves de ce qui s'était passé là pendant les évacuations étaient trop nombreuses pour être complètement effacées. L'exode chaotique dispersa des cadavres à travers la campagne, créant une traînée d'atrocités menant directement jusqu'aux portes de Dachau. Le 28 avril 1945, alors que la ligne américaine approchait, le système de Dachau était en train de se fragmenter. Le commandant Martin Weiss s'enfuit et l'autorité passa à Heinrich Wicker pour gérer une reddition qui n'a jamais semblé ordonnée. La fuite des hauts responsables SS créa un vide de pouvoir. La discipline rigide qui avait façonné la vie quotidienne pendant 12 ans se désintégra en quelques heures. Sans ordre clair, les gardes restants agissaient sous l'emprise de la peur. Ceux qui restaient étaient saisis par la perspective d'avoir à rendre des comptes. Ils savaient que les Américains approchant les jugeraient pour des années de brutalité. Cette peur les rendait imprévisibles. Le comportement passa d'une cruauté disciplinée à une violence sporadique et désespérée. Les prisonniers comprenaient le danger. Un massacre de dernière minute par des gardes paniqués semblait possible. L'espoir et la terreur coexistaient. L'infrastructure du camp avait échoué. L'eau était coupée ou contaminée. Les eaux usées ne circulaient plus. L'électricité avait disparu. Les soins médicaux s'étaient effondrés sous le typhus et la famine. La machine du camp avait cessé de fonctionner. L'hygiène s'était désintégrée.
Les cadavres, désormais non incinérés, étaient empilés ou éparpillés dans les espaces ouverts. L'odeur se répandait à travers tout le camp. Au sein de la population des prisonniers, la structure céda la place à la survie. La hiérarchie imposée par les capos s'affaiblit. Dans le même temps, des comités de prisonniers organisés, notamment le Comité international des prisonniers, s'efforcèrent de stabiliser le camp à mesure que les SS se retiraient. Leur objectif était simple, éviter le chaos, prévenir un massacre et préparer le contact avec les troupes alliées. Ils tentaient de maintenir un ordre fragile parmi des milliers de personnes affamées et malades, tout en se préparant à une attaque soudaine de la part des gardiens qui pouvaient encore se déchaîner. Les heures précédant la libération furent marquées par un silence inquiétant. Les routines du travail forcé avaient cessé. Les ordres criés se faisaient plus rares. Le silence n'était rompu que par des coups de feu occasionnels, provenant de différents coins du complexe, signes d'affrontements isolés, d'exécutions ou de règlements de comptes entre gardiens. Le résultat était un camp suspendu entre l'effondrement et le jugement. Cet abandon n'était pas une fin, mais un déplacement du danger. Les SS n'avaient pas complètement disparu. Certains s'étaient enfuis en vêtements civils, d'autres rôdaient à la périphérie ou tentèrent de se regrouper. Les prisonniers restaient à l'intérieur ou se déplaçaient prudemment, à l'écoute des coups de feu, attendant des nouvelles. Les rumeurs se répandaient plus vite que les faits. Les comités postaient des guetteurs et faisaient passer des messages dans les baraquements, demandant aux gens de rester en place et d'éviter de provoquer les gardiens. Ce qui émergea dans ces dernières heures fut un lieu dépouillé de toute fonction, saturé de maladies et tremblant sous le poids de ce qui y avait été commis. C'était une scène que le monde extérieur n'avait pas encore vue. Au-delà des barbelés, des colonnes de troupes américaines convergeaient, concentrées sur des objectifs militaires et ignorant encore ce qui les attendait. Des éléments de la 7e armée américaine convergèrent vers Dachau à la fin du mois d'avril 1945. Il s'agissait d'unités aguerries au combat, notamment les 42e et 45e divisions d'infanterie qui s'étaient frayé un chemin à travers l'Europe. Leur attention restait centrée sur les objectifs militaires, la sécurisation du territoire et la neutralisation de la résistance ennemie. Les renseignements dont ils disposaient décrivaient Dachau comme une prison politique. Cette classification amenait les soldats à s'attendre à un complexe fortifié défendu par des irréductibles nazis fanatiques. Ils se préparaient à une attaque tactique, non à une intervention humanitaire. Ce malentendu fondamental a façonné leur approche initiale. Cependant, les unités d'avant-garde commencèrent à rencontrer des signes troublants qui contredisaient leurs instructions. Elles trouvèrent des survivants émaciés des marches de la mort, titubant à travers les bois environnants. Ces personnes, souvent à peine capables de parler, livraient des récits fragmentaires des atrocités commises à l'intérieur du camp. Leurs histoires de famine systématique et de mort en masse semblaient si extrêmes que de nombreux soldats eurent d'abord du mal à les croire. L'ampleur même du complexe de Dachau, avec son réseau de sous-camps, n'était pas pleinement comprise par la chaîne de commandement. L'opération n'était pas considérée comme une mission de sauvetage à part entière. La confusion est venue aggraver la situation. Certaines unités reçurent l'ordre de contourner complètement Dachau afin de poursuivre ce qui était considéré comme des objectifs militaires plus urgents, plus à l'est. Cela entraîna une progression échelonnée et fragmentée vers le camp. Les premiers soldats américains à atteindre le périmètre étaient des troupes de reconnaissance. Leur mission était d'évaluer la force et les positions ennemies. Ils étaient équipés pour un combat, non pour l'assaut sensoriel qui les attendait. Le premier rapport ne faisait pas état de coups de feu ou de défense, mais d'une odeur. Une odeur accablante de décomposition imprégnait l'air sur des kilomètres. C'était la première preuve indéniable et viscérale de la catastrophe à l'intérieur. C'était une odeur qui défiait toute explication militaire, un signal nauséabond de mort de masse. Les troupes de reconnaissance transmirent par radio des descriptions d'un silence étrange, seulement troublé par les mouvements de silhouettes squelettiques derrière les barbelés. La scène ne ressemblait en rien à une prison telle qu'ils auraient pu l'imaginer. Pour de nombreux soldats américains, c'était leur première confrontation directe avec toute l'horreur du système des camps nazis. Pour ces soldats, le but de la guerre fut instantanément redéfini. Le concept abstrait de libérer l'Europe de la tyrannie devint une réalité concrète et écrasante, celle d'affronter une souffrance systématique. L'écart entre leur attente d'un objectif militaire et la réalité d'une catastrophe humanitaire
était immense. Cette dissonance allait directement alimenter la colère brute et viscérale qui caractérisa les moments les plus violents de la libération. L'entraînement des soldats ne les avait pas préparés à cela. La brèche dans les portes de Dachau ne se produisit pas comme un événement unique et coordonné, mais comme un processus chaotique à travers l'immense complexe du camp. Des troupes américaines de plusieurs unités convergèrent vers le périmètre, ne rencontrant d'abord qu'une résistance sporadique et désorganisée. Les premiers soldats américains à entrer ne se sont pas immédiatement retrouvés face à l'enceinte principale des prisonniers. À la place, ils ont sécurisé la zone d'entraînement et d'administration des SS adjacentes, une section distincte de l'installation qui abritait la garnison et le quartier général du camp. Cette phase initiale fut marquée par une avancée militaire tendue à travers des terrains étrangement silencieux. Des soldats de la 45e division d'infanterie furent parmi les premiers à franchir le cordon intérieur. Le lieutenant-colonel Felix Sparks dirigeait des éléments de son 3e bataillon, certains récits indiquant qu'ils sont entrés en escaladant un mur latéral. D'autres troupes sont passées directement par la porte principale, franchissant le portail surmonté du slogan cynique en fer forgé « Arbeit macht frei ». Le spectacle qui s'offrit à eux dépassait tout ce qu'ils avaient pu apprendre lors des briefings militaires ou dans leur expérience personnelle. Ils furent confrontés à une scène d'immobilité apocalyptique, seulement troublée par les mouvements lents et délibérés de silhouettes squelettiques derrière les multiples rangées de barbelés. Les prisonniers étaient si émaciés que leurs mouvements semblaient presque irréels. La réaction initiale des troupes fut un mélange profond d'incrédulité, d'horreur viscérale et d'une colère profonde et furieuse. Ces hommes étaient des vétérans de campagnes brutales à travers l'Europe, mais rien ne les avait préparés à cette souffrance humaine industrialisée. Les prisonniers, quant à eux, se montrèrent d'abord prudents. Beaucoup étaient trop faibles à cause de la faim et de la maladie pour pouvoir célébrer. Ils s'approchèrent de leur libérateur avec hésitation, incertains que les soldats américains soient réels ou qu'il ne s'agisse pas d'une autre cruelle illusion. Selon le rapport officiel du colonel William W. Quinn, certaines foules finirent par se précipiter en avant, leur euphorie l'emportant sur leur faiblesse, soulevant des soldats sur leurs épaules dans une vague de gratitude désespérée. La mission des soldats se transforma instantanément. L'objectif n'était plus simplement de sécuriser une installation militaire contre des combattants ennemis. C'était devenu une opération de sauvetage urgente et écrasante. Les GI commencèrent spontanément à lancer leurs propres rations, des bonbons et des cigarettes par-dessus les barbelés aux détenus affamés. Un acte de compassion immédiate que les officiers durent bientôt interrompre par crainte de causer du tort avec une nourriture inadaptée. Le besoin de personnel médical devint la préoccupation principale. La brèche dans les portes avait révélé la véritable nature monstrueuse de Dachau, brisant toute idée préconçue d'une prison ordinaire. Les libérateurs furent confrontés à une manifestation du mal, bureaucratique dans son origine et sauvage dans son exécution. Cette première vision choquante du camp principal n'était qu'un prélude. L'ampleur totale et horrifiante de l'atrocité allait se révéler à mesure que les soldats progressaient plus loin dans l'enceinte du camp, où les preuves des derniers actes désespérés du camp attendaient d'être découvertes. L'attention des soldats se détourna du combat pour se porter sur le soin des survivants, passant de l'affrontement d'un ennemi à la documentation d'une scène de crime d'une ampleur inimaginable. Juste à l'extérieur du camp principal, une file d'environ 40 wagons de marchandises se tenait silencieusement sur une voie de garage. Pour les troupes américaines qui avançaient, ce train semblait d'abord être un atout logistique, transportant peut-être des vivres ou des munitions pour l'effort de guerre allemand. Leur tâche immédiate était de sécuriser l'ensemble du complexe, et le train représentait un objectif militaire potentiel. La décision d'en examiner le contenu allait cependant révéler une horreur qui resterait à jamais gravée dans l'histoire de la libération de Dachau. En forçant l'ouverture des portes coulissantes des wagons, les soldats firent une découverte horrifiante. Les wagons n'étaient pas remplis de matériel mais de cargaisons humaines. Ils étaient entassés du sol au plafond de cadavres émaciés et nus. Les victimes avaient été transportées depuis le camp de concentration de Buchenwald et étaient mortes pendant le trajet. Le train était arrivé à Dachau quelques jours avant la libération par les Américains, et les corps avaient été laissés à se décomposer dans les wagons scellés. Les estimations du nombre de morts varient,
allant de plusieurs centaines à environ 2000. Mais l'ampleur de la tragédie était indéniable. Les corps étaient dans un état avancé de décomposition, un processus accéléré par la promiscuité et le temps printanier. Cela créait une puanteur insupportable qui agressait les sens des soldats, une odeur que beaucoup décriront plus tard comme le souvenir sensoriel le plus marquant de la guerre. Ce spectacle n'était pas une relique d'un passé lointain. C'était la preuve de meurtres qui s'étaient poursuivis sans relâche jusqu'au dernier jour. Les victimes étaient mortes de faim, de soif ou d'asphyxie dans l'enfermement hermétique des wagons lors de leur transfert depuis Buchenwald. Il ne s'agissait pas d'une atrocité isolée, mais d'un processus systématique d'extermination qui a perduré jusqu'à la fin. Pour les soldats américains, le train de la mort en vint à symboliser la nature industrialisée et bureaucratique des meurtres nazis. C'était une démonstration saisissante de la manière dont le régime utilisait les outils de la logistique moderne, les chemins de fer, les horaires et les wagons standardisés pour atteindre ses fins meurtrières. Le train était une usine de mort sur roues, un mécanisme d'une brutalité et d'une efficacité redoutables pour la mort de masse. Cette unique découverte, aussi viscérale que bouleversante, apportait la preuve irréfutable de la cruauté mécanisée du génocide. L'expérience traumatisa profondément les libérateurs, renforçant leur détermination et clarifiant la nature de l'ennemi qu'ils combattaient. Des photographes officiels du Signal Corps de l'armée américaine, issus notamment de la 163e compagnie de photographie du Signal, ont documenté la scène de manière approfondie. Ils ont saisi des images saisissantes des wagons remplis de corps en décomposition et des piles de vêtements abandonnés par les victimes. Ces photographies n'étaient pas destinées uniquement à des fins d'archives. Elles ont été rassemblées comme preuves essentielles pour les procès pour crimes de guerre, afin que la nature organisée du crime ne puisse être niée ou minimisée. Ce que les soldats ont vu au train n'est pas resté une horreur isolée. Alors que les unités se déployaient pour sécuriser le camp et traiter le personnel SS restant, l'impact de cette découverte les a suivis jusque dans leur briefing, dans leur retenue et dans les choix explosifs qui ont suivi. Alors que les troupes américaines se dispersaient pour sécuriser l'immense complexe de Dachau, leur entraînement imposait une procédure claire: rassembler tout le personnel ennemi et le traiter selon les règles de guerre établies. Ce protocole insistait sur la capture des prisonniers et le maintien de la discipline. Mais les scènes qu'ils venaient de voir, les survivants squelettiques, les tas de cadavres et les wagons pourris du train de la mort, créaient un profond décalage moral avec cette doctrine militaire. Les atrocités systématiques qu'ils avaient découvertes rendaient le règlement tragiquement insuffisant. Les SS capturés furent rassemblés à divers endroits dans le camp. Parmi ceux présents se trouvait l'officier SS Heinrich Wicker, un jeune homme de 23 ans qui avait été laissé pour officiellement capituler le camp après la fuite du commandant Martin Weiss. Certains gardes étaient encore en uniforme, d'autres avaient tenté de se fondre parmi les prisonniers ou de se débarrasser de leurs insignes. Alors qu'ils étaient rassemblés, leurs réactions variaient. Certains cherchaient à justifier leurs actes, rejetant la faute sur leurs supérieurs qui, selon eux, leur avaient donné des ordres auxquels ils se sentaient obligés d'obéir. D'autres affichaient une indifférence glaçante face à la souffrance qui les entourait, un détachement psychologique que les soldats trouvaient incompréhensible. La dynamique de pouvoir était désormais totalement inversée. Les architectes de la terreur quotidienne du camp étaient à présent des captifs impuissants, entièrement dépendants de la clémence des soldats américains qu'ils avaient opprimés si récemment. De nombreux GI avaient du mal à concilier l'apparence ordinaire, voire banale, de ces hommes avec la cruauté systématique qu'ils avaient perpétrée. Ils n'avaient pas l'air de monstres, ce qui rendait la réalité de leurs actes encore plus troublante. Cette atmosphère explosive était intensément aggravée par les actions des prisonniers libérés. Les survivants, enhardis par leur liberté retrouvée, désignaient activement les gardiens connus pour leur brutalité particulière. Ils identifiaient ceux qui avaient infligé des coups, supervisé des exécutions ou mené des expériences médicales. Cette dénonciation directe alimentait la colère latente des Américains, transformant l'horreur abstraite en crime personnel précis avec des coupables identifiables. Le désir d'une justice expéditive et immédiate devenait palpable dans les rangs. Les officiers subalternes se retrouvaient dans une position extraordinairement difficile.
Leur devoir principal était de maintenir la discipline militaire et le contrôle sur leurs troupes enragées. Ils étaient chargés d'empêcher précisément les actes de vengeance que nombre de leurs soldats considéraient désormais comme un impératif moral. La situation était un point d'embrasement, une collision directe entre l'obligation militaire de respecter le protocole et une exigence humaine primordiale de représailles. Des coups de feu retentirent dans la confusion peu après la reddition de Wicker au brigadier général Henning Linden, Wicker affirmant que ces hommes n'en étaient pas responsables. Cet incident illustrait le manque de contrôle centralisé et l'atmosphère extrêmement tendue. La capacité des officiers à maîtriser leurs hommes était mise à l'épreuve jusqu'à ses limites absolues. La capture des SS n'avait pas apporté de dénouement. Elle avait créé une nouvelle crise explosive. La tension entre la procédure disciplinée et l'indignation viscérale préparait le terrain immédiat à un effondrement des lois mêmes que les soldats étaient censés faire respecter. En plusieurs endroits du complexe de Dachau, l'horreur accumulée à laquelle les libérateurs américains avaient assisté a brisé les contraintes de la discipline militaire. L'incident le plus documenté s'est produit près de la cour à charbon du camp et de l'hôpital SS adjacent. Un groupe de membres du personnel allemand capturés, comprenant des gardiens et des soldats SS, y avait été rassemblés sous surveillance. La situation était déjà explosive, chargée de l'émotion brute de la journée. Les soldats qui les gardaient avaient vu, quelques heures plus tôt seulement, le train de la mort et le bâtiment principal du camp. Sans ordre direct d'un officier commandant, un soldat américain a ouvert le feu sur les prisonniers rassemblés. Son geste n'était pas une décision tactique, mais une réaction viscérale et spontanée face aux atrocités dont il avait été témoin. Le déclencheur immédiat reste flou, mais la motivation sous-jacente était une furieuse soif de représailles. La vue du personnel SS, qui avait imposé la terreur du camp, s'est révélée insupportable. Les coups de feu ont déclenché une réaction en chaîne. D'autres soldats, animés de la même rage, se sont joints à lui. L'incident a duré quelques minutes et a entraîné la mort d'environ 30 à 50 membres du personnel allemand, selon les estimations de l'époque. C'était chaotique et explosif, une réaction directe à la cruauté que les soldats avaient découverte. Ce n'était pas une exécution coordonnée, mais un moment où la colère collective a pris le pas sur le protocole militaire. Ce ne fut pas le seul cas de violence mortelle contre des captifs ce jour-là. Des meurtres plus isolés et sporadiques ont eu lieu alors que les troupes américaines sécurisaient différentes parties de l'immense camp. Certains ont eu lieu lors de fouilles près du complexe des crématoires et dans des zones associées à la punition et à l'exécution. L'impact psychologique de ces lieux, combiné à l'atmosphère générale de souffrance, a poussé certains individus à rendre une justice sommaire et immédiate. À ces instants-là, la frontière entre libérateurs et bourreaux s'est estompée. Le rôle des prisonniers nouvellement libérés demeure un sujet de débat historique. Des survivants ont effectivement identifié des gardiens connus pour leur brutalité particulière, et certains ont réclamé des représailles. D'autres éléments indiquent que des explosions de violence ont été principalement provoquées par les GI eux-mêmes, résultat direct du choc et de la colère. Aucune de ces actions n'a été planifiée de manière centralisée. Elle reflétait une émotion brute entrant en collision avec le devoir militaire. Ces exécutions extrajudiciaires compliquent le récit classique d'une libération pure et héroïque. Elles marquent un moment où les vainqueurs, confrontés à des preuves accablantes de génocide, ont enfreint leur propre code. Les conséquences immédiates ont forcé un examen de conscience au sein du commandement de l'armée américaine. Les officiers étaient désormais confrontés aux implications juridiques et morales d'actes qui, selon la lettre de la loi militaire, constituaient des crimes, même si beaucoup les considéraient comme compréhensibles dans ce contexte. Parmi les rapports officiels et les témoignages, une personne attira particulièrement l'attention: le mitrailleur qui avait déclenché la fusillade. Son identité et ses motivations allaient bientôt se retrouver au centre de l'enquête. L'identité du soldat qui a initié la fusillade demeure quelque peu ambiguë, reflet de la nature chaotique de l'incident. Divers témoignages désignent un mitrailleur de la compagnie I du 157e régiment d'infanterie, mais son nom n'est pas consigné de façon uniforme. Malgré cette ambiguïté, ces actes sont documentés avec une clarté glaçante. Il a commencé à tirer sur les prisonniers allemands rassemblés sans ordre direct de ses supérieurs. Son histoire résume le profond conflit moral qui a marqué cette journée.
Ce n'était pas un officier supérieur prenant une décision tactique, mais un simple soldat poussé au-delà des limites de sa formation par une situation extraordinaire. La question centrale que posent ces actes est brutale. Était-il un héros rendant une forme de justice expéditive ou un soldat commettant un crime de guerre? Du point de vue du droit militaire, ces actions étaient sans équivoque illégales. Les lois de la guerre interdisent strictement de tuer des prisonniers qui ont été désarmés et ne représentent aucune menace immédiate. Pourtant, d'un point de vue moral, nombre de ses camarades et d'observateurs ultérieurs ont vu ces actes comme une réaction compréhensible, sinon justifiable, face aux horreurs sans précédent qu'ils venaient de découvrir. Le mitrailleur affirma plus tard avoir agi après avoir vu les conditions à l'intérieur du camp principal et le contenu horrifiant du train de la mort. La vision d'un meurtre systématique et industrialisé s'est avérée être un point de rupture psychologique. La réaction des soldats autour de lui est essentielle pour comprendre l'événement. Ses camarades n'ont pas tenté de l'arrêter. Au contraire, beaucoup ont soutenu ses actions, implicitement ou explicitement, en se joignant à la fusillade ou en n'intervenant pas. Cette réaction collective suggère que sa fureur n'était pas un accès isolé, mais un sentiment partagé. L'incident n'était pas prémédité. Ce fut une éruption spontanée de rage, une réaction humaine viscérale face à l'extrême absolu de la cruauté humaine. Il n'y avait aucun plan conspirateur, seulement l'émotion brute du moment submergeant la discipline militaire. En agissant en dehors de la chaîne de commandement, le mitrailleur a créé une crise immédiate pour ses officiers. Le lieutenant-colonel Felix Sparks, commandant du bataillon, serait intervenu personnellement pour mettre fin à la fusillade, affrontant le soldat et lui ordonnant de cesser le feu. Cet acte a placé les officiers dans une position impossible. Ils étaient chargés de faire respecter la loi militaire, mais comprenaient aussi le profond traumatisme psychologique qui avait poussé leurs hommes à agir. L'acte individuel du mitrailleur a forcé toute la structure de commandement à se confronter aux limites de la discipline militaire standard face à des preuves de génocide. Les procédures habituelles pour traiter les prisonniers de guerre semblaient grotesquement inadéquates à l'ombre du crématorium. Son histoire est devenue un point central de l'enquête menée par l'armée américaine sur les exécutions de représailles. L'enquête officielle, restée confidentielle pendant des décennies, visait à déterminer la responsabilité dans la mort du personnel allemand. L'enquête a failli aboutir à des procédures de cour martiale pour les personnes impliquées, y compris le lieutenant-colonel Sparks et d'autres, mais toutes les charges ont finalement été abandonnées. Le dilemme du mitrailleur, l'affrontement entre la loi et un sens primal de la justice, était au cœur de ce jugement légal et moral. Son acte unique et spontané a forcé l'armée à se confronter à une question à laquelle ses règlements n'apportaient aucune réponse claire. Quelle est la réponse appropriée face au mal absolu? L'abandon des charges a effectivement marqué une reconnaissance institutionnelle des circonstances uniques et psychologiquement dévastatrices de la libération de Dachau. Les officiers supérieurs américains arrivés après la première percée ont été confrontés à deux tâches immédiates: stabiliser leurs propres unités et faire face à une catastrophe humanitaire. Des commandants comme le lieutenant-colonel Felix L. Sparks de la 45e division d'infanterie sont arrivés sur des lieux où des fusillades de représailles avaient déjà eu lieu. Leurs premières actions furent pratiques et directes: rétablir le commandement, stopper les tirs non autorisés, imposer des lignes d'autorité claires sur un site tentaculaire qui ne se comportait pas comme un champ de bataille. La première réponse opérationnelle fut de sécuriser les prisonniers SS restants et de désamorcer la situation. Des ordres furent donnés pour désarmer toute personne soupçonnée d'avoir tiré sans autorisation et pour séparer ces hommes des captifs. Le personnel allemand fut placé sous étroite surveillance avec des instructions explicites visant à prévenir tout nouveau préjudice. Cela rétablit un minimum de contrôle et permit aux unités de se concentrer sur les vivants. L'attention se porta alors sur un vaste effort de secours. La priorité était l'eau, des rations contrôlées et des mesures de quarantaine. Les médecins militaires et les hôpitaux de campagne furent mobilisés aussi rapidement que les routes et l'approvisionnement le permettaient. La lutte contre le typhus devint une préoccupation centrale. Le nombre de personnes à l'intérieur du camp dépassait les capacités, mais des postes de triage, des points de désinfection et des lignes de distribution furent mis en place. Le dispositif était simple: stabiliser, isoler les malades et maintenir les gens en vie assez longtemps pour que l'aide complète puisse arriver.
Parallèlement, les officiers dirigeaient une documentation systématique. Des équipes du Signal Corps, dont la 163e compagnie de photographie du signal, reçurent l'ordre de photographier et de filmer le site, les baraquements, les crématoires, les zones de stockage et la voie ferrée avec ses wagons. Le personnel du renseignement recueillait des documents et identifiait des lieux clés pour une utilisation juridique ultérieure. Le camp était traité comme une scène de crime à l'échelle du continent. La gestion de l'information devint une autre tâche. Les correspondants de guerre et les photographes étaient à présent presque immédiatement et l'accès devait être organisé. Les briefings officiels mettaient l'accent sur la libération et les crimes découverts, tandis que les canaux internes traitaient séparément les détails de la fusillade. Le résultat fut un récit public centré sur les victimes et le système qui les avait tués, les journées et la discipline étant abordés par des mécanismes de commandement et juridiques plutôt que par des déclarations à la presse. Au sein de la chaîne de commandement, les rapports commencèrent à remonter. Les journaux d'unité mentionnant les meurtres comme des incidents nécessitant une enquête, tandis que les résumés opérationnels se concentraient sur les opérations de secours, la sécurité des prisonniers et l'état du camp. Les officiers compartimentaient parce qu'ils y étaient obligés. Une voie pour sauver des vies et sécuriser les preuves, une autre pour traiter les violations du droit militaire. À la tombée de la nuit, le périmètre était sous contrôle, l'aide était en cours, et le compte-rendu de ce qui avait été découvert était déjà en préparation. L'étape suivante quitterait le domaine de l'action immédiate pour entrer dans la revue formelle où des déclarations sous serment, des normes juridiques et des jugements de commandement évalueraient les événements de ce jour-là à l'aune du code que chaque soldat portait. L'armée américaine ouvrit une enquête officielle sur les fusillades du personnel SS à Dachau, menée par l'inspecteur général et les services du juge-avocat entre le 3 et le 8 mai 1945. Intitulée « Enquête de l'armée américaine sur les allégations de mauvais traitements infligés aux gardes allemands à Dachau », elle visait à déterminer si les troupes américaines avaient violé les lois de la guerre en tuant des prisonniers désarmés. La pression du haut commandement fut immédiate. Parvenir à une décision claire, soit en poursuivant des conseils de guerre pour maintenir la discipline, soit en reconnaissant que les conditions extrêmes de ce jour-là constituaient des circonstances atténuantes. Établir un compte-rendu fiable s'est avéré difficile. Des témoins issus de plusieurs unités ont fourni des chronologies contradictoires concernant les événements près de la cour à charbon et d'autres sites. Certains se souvenaient d'une seule rafale de mitrailleuses. D'autres décrivaient des tirs soutenus et des coups de feu supplémentaires tirés par différents soldats. Identifier chaque individu ayant fait feu était compliqué par le chevauchement des opérations, les changements de ligne d'autorité et le choc émotionnel des découvertes faites quelques minutes plus tôt. Les déclarations reflétaient la confusion de la guerre et le traumatisme psychologique lié à l'entrée dans le camp. Les enquêteurs ont recueilli des témoignages principalement auprès du personnel américain, certains récits étant complétés par des officiers ayant pris en charge des prisonniers SS et par des notes d'observateurs du Signal Corps présents sur place. L'enquête visait à rattacher des actions précises à des soldats précis, à distinguer la rumeur du fait et à déterminer si un officier avait donné ou implicitement approuvé des ordres illégaux. Aucune preuve d'un plan prémédité d'exécution de prisonniers n'a été trouvée. Le schéma qui s'est dégagé indiquait des tirs spontanés et non autorisés, déclenchés par l'effet immédiat de la révélation du camp. L'analyse juridique restait sans équivoque sur un point. Il est interdit de tirer sur des prisonniers sous garde. Pourtant, le contexte pesait lourdement. Les rapports insistaient sur la succession immédiate des événements, les unités découvrant le train de la mort, pénétrant dans l'enceinte principale, puis traitant le personnel SS en l'espace de quelques heures. Le compte-rendu signalait l'effondrement de la discipline dans la cour à charbon, l'intervention rapide des officiers et le rétablissement immédiat du contrôle. Il était également consigné que les exécutions n'étaient pas le fruit d'une politique organisée. Des chefs d'accusation furent rédigés contre plusieurs individus, reflétant la volonté de l'armée de traiter l'affaire comme de potentielles violations des articles de la guerre. Le dossier remonta la chaîne hiérarchique. En tant que gouverneur militaire de la Bavière, le général George S. Patton finit par rejeter les accusations. Sa décision reconnaissait à la fois l'illégalité des fusillades et les circonstances extraordinaires dans lesquelles elles s'étaient produites. Il s'agissait d'un jugement pragmatique de commandement,
plutôt que d'une déclaration juridique générale. Avec la clôture du dossier d'enquête, l'armée recentra son attention sur deux priorités urgentes: rassembler des preuves pour les poursuites de crimes de guerre et soutenir des milliers de personnes au seuil de la mort. Tandis que la paperasse suivait son cours dans les services, la crise à l'intérieur des barbelés exigeait une action immédiate. Les heures suivantes nécessitèrent un autre type de jugement, mesuré en eau, en nourriture, en quarantaine et en volonté de continuer à respirer. Alors que la confrontation avec les gardes SS se déroulait, la tâche monumentale d'aider les survivants commença. Les prisonniers étaient dans un état de choc profond. Beaucoup étaient incapables de comprendre que leur calvaire était terminé, leur visage figé dans l'incrédulité après des années de déshumanisation systématique. Cette barrière psychologique était aussi redoutable que les barbelés qui venaient d'être franchis. L'apport immédiat d'aide était gravement entravé par un manque critique de fournitures spécialisées et par le risque constant de propagation de l'épidémie de typhus qui sévissait encore parmi une population affaiblie. La libération n'a pas instantanément effacé la réalité biologique de leurs conditions. Les infirmiers de l'armée américaine s'efforçaient d'installer rapidement des hôpitaux de campagne, mais leurs efforts étaient souvent tragiquement insuffisants. Beaucoup de survivants étaient tout simplement au-delà de tout espoir médical, leur corps trop ravagé par la faim et la maladie pour répondre au traitement. Le processus d'alimentation des personnes émaciées était une opération délicate et dangereuse. Les rations standards de l'armée américaine, riches en graisse et en protéines, étaient toxiques pour des systèmes digestifs adaptés à la quasi-famine. Fournir une telle nourriture pouvait provoquer le syndrome de renutrition inappropriée, un choc métabolique potentiellement mortel. Les soldats devaient apprendre à administrer la nourriture par petites quantités, de façon prudente et contrôlée, en commençant souvent par un bouillon léger. La survie restait une perspective fragile. Les survivants représentaient une mosaïque de l'Europe occupée par les nazis. Polonais, juifs, soviétiques, français, tchèques et des dizaines d'autres nationalités étaient désormais unis par le lien commun d'avoir enduré le système des camps. Dans les premières heures chaotiques, ils commencèrent à rechercher leurs compatriotes, formant de petits groupes selon la langue et l'expérience partagée. Ils commencèrent aussi à partager leurs histoires avec les soldats américains et les correspondants de guerre qui commençaient à arriver. Ces premiers témoignages hésitants fournirent les premières preuves cohérentes et directes des crimes commis à Dachau. Ils donnèrent des noms, des dates et des détails précis à l'horreur jusque-là abstraite. Une réponse organisée émergea de la population des prisonniers elle-même. Le Comité international des prisonniers, une organisation clandestine qui existait sous une forme limitée avant la libération, s'est rapidement mobilisé pour aider à gérer le camp. Ce comité, composé de figures respectées issues de divers groupes nationaux, a travaillé aux côtés des autorités américaines pour distribuer le peu de nourriture et de médicaments disponibles, organiser les efforts sanitaires et représenter les intérêts des survivants. Ils ont constitué un lien crucial entre les libérateurs et les libérés, aidant à instaurer un semblant d'ordre au milieu du chaos. Leur simple existence témoignait d'une résilience et d'une capacité d'organisation qui avaient survécu même à la brutalité du camp. Les premières heures de liberté furent donc un mélange complexe d'euphorie, de chagrin profond et d'une lutte continue pour la survie physique. La joie de la libération était atténuée par la prise de conscience d'immenses pertes personnelles et par l'effort considérable nécessaire pour rester en vie. Pour chaque survivant qui célébrait, un autre affrontait les derniers stades d'une maladie incurable. Le processus de reconquête de leur humanité ne faisait que commencer. Les témoignages recueillis durant ces premières heures et dans les jours qui suivirent allaient devenir la pierre angulaire du récit historique. Ces récits furent méticuleusement rassemblés par des enquêteurs militaires et des journalistes, créant une archive irréfutable de preuves qui servirait à condamner les coupables à Nuremberg et au-delà. Les paroles des survivants ont permis au monde d'entendre la vérité de la bouche de ceux qui l'avaient vécu. Les correspondants de guerre et les photographes sont entrés à Dachau peu après que les troupes américaines eurent sécurisé le périmètre. Ils sont arrivés avec une mission précise, documenter et rapporter la libération du camp à un public mondial. Leurs dépêches, leurs photographies et les images d'actualité allaient façonner la compréhension mondiale de l'aboutissement du régime nazi dans la brutalité. Ce fut un moment de traduction où les rumeurs d'atrocités devinrent des faits concrets et visuels.
Les journalistes qui franchirent les portes furent immédiatement confrontés à un défi professionnel et personnel. Ils peinaient à trouver les mots et les angles de caméra capables de rendre compte de l'ampleur et du caractère systématique de l'horreur. La surcharge sensorielle, l'odeur de la décomposition, les survivants squelettiques, les tas de morts non enterrés défiaient toute description facile. Leur reportage devait combler le fossé entre la réalité du camp et un public qui n'avait jamais rien vu de comparable. Une documentation puissante a émergé des équipes du Signal Corps de l'armée américaine et des photographes de presse travaillant pour des médias américains et internationaux. Les images saisissent la réalité brute du camp et du train de la mort avec une clarté probante. Elles montraient des wagons à bestiaux remplis de cadavres, des survivants émaciés dans leurs baraquements et la machinerie des crématoires. Les photographies n'étaient pas composées comme de l'art, elles constituaient des preuves. Elles ne laissaient aucune place au déni et fournissaient une grammaire visuelle pour comprendre le meurtre systématique. La couverture médiatique mettait l'accent sur la nature systématique et bureaucratique des atrocités. Registres et appels aux côtés de la famine, horaires de transport à côté de la mort de masse, et une machine administrative qui continuait de fonctionner alors que les corps s'accumulaient. Cette approche contrecarrait toute affirmation selon laquelle les horreurs étaient isolées ou l'œuvre de quelques acteurs marginaux. Pour appuyer leurs propos, les rédacteurs et les censeurs ont autorisé la publication d'images choquantes dans la presse et les actualités filmées, estimant que le public avait besoin de preuves sans filtre. Pourtant, la couverture n'était pas exhaustive. Les représailles contre le personnel SS, qui se sont déroulées durant les premières heures chaotiques, ont été traitées avec prudence. Selon les recherches, l'armée américaine a d'abord retenu la divulgation complète de ces incidents, et les détails de l'enquête sont restés confidentiels pendant des décennies. Les commandants ont géré le flux d'informations, donnant la priorité à la documentation des crimes nazis tout en traitant les fautes commises dans leur rang par des voies internes. Malgré une transparence sélective, le travail réalisé à Dachau est devenu une preuve irréfutable. Les photographies et les rapports ont été versés au dossier lors des procès ultérieurs pour crimes de guerre. Les procureurs s'en sont servis pour corroborer les témoignages des survivants et établir le caractère administratif des crimes. L'objectif de la caméra a saisi des faits qui survivraient aux témoins et aux débats. L'arrivée des médias a fait plus qu'informer le monde, elle a préservé une trace qui allait influencer les décisions prises sur ces mêmes lieux dans les mois à venir, alors que le site entrait dans sa prochaine phase complexe. Après la libération, le site de Dachau est entré dans une nouvelle phase complexe, sa fonction étant transformée par la fin de la guerre. Dans un premier temps, le site a rempli une fonction ironiquement sinistre. Les mêmes baraquements qui avaient abrité les prisonniers du régime nazi furent utilisés pour interner des suspects et des responsables SS, désormais détenus pour enquête par l'armée américaine. Le camp devint également un camp de personnes déplacées, offrant un abri temporaire à des milliers de survivants et de réfugiés qui n'avaient nulle part où aller. Cette période engendra une tension profonde. Pour les survivants qui y restaient, le lieu était un rappel douloureux et constant de leur souffrance. Pourtant, le site lui-même détenait les preuves essentielles à l'obtention de la justice. Ce rôle de preuve fut officialisé avec les procès de Dachau, qui se tinrent dans l'enceinte du camp de 1945 à 1946. Il s'agissait des premiers procès consécutifs à ceux de Nuremberg, axés spécifiquement sur les crimes commis au sein du système du camp de Dachau. La salle d'audience fut installée dans l'ancien bâtiment administratif du camp, plaçant les accusés sous l'ombre de leurs propres atrocités. Les responsables du camp, les gardiens et les médecins furent poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les procès s'appuyaient largement sur les témoignages des survivants et sur les preuves matérielles du camp lui-même, y compris le crématorium et les documents découverts par les libérateurs. Les audiences constituaient une tentative directe et immédiate d'appliquer la responsabilité juridique à la cruauté systématique qui avait caractérisé le camp. Plus tard, alors que la population de personnes déplacées trouvait progressivement de nouveaux foyers, le site servit de camp de réfugiés avant qu'un débat fondamental ne s'engage sur son sort définitif. Certaines autorités locales et des promoteurs immobiliers ont plaidé pour sa démolition, le considérant comme une souillure sur le paysage qu'il valait mieux effacer de la mémoire. Cette perspective a été vigoureusement contestée par les survivants et les soldats qui avaient libéré le camp.
Ils reconnaissaient que la force du site en tant que lieu de mémoire était essentielle. Leur engagement était un effort déterminé pour s'assurer que la réalité de ce qui s'était passé à Dachau ne soit ni oubliée, ni réaménagée, ni perdue avec le temps. Ils soutenaient que la préservation physique du camp était nécessaire à l'éducation historique et constituait un avertissement pour les générations futures. Cette défense persévérante a finalement triomphé. Le mémorial du camp de concentration de Dachau a officiellement ouvert ses portes en 1965. 2 décennies après la fin de la guerre. Sa création fut le résultat direct des efforts dévoués de ceux qui avaient vécu les horreurs du camp de première main. Le mémorial n'a pas été conçu comme un monument à la victoire, mais comme un lieu de recueillement solennel et d'éducation historique essentielle. Sa mission était de documenter l'histoire du camp, d'honorer les victimes et de servir d'avertissement permanent. La transformation de Dachau, d'un lieu de mort industrialisé à un lieu de mémoire active, reflète une lutte sociétale continue pour comprendre et tirer des leçons du passé. Son héritage constitue un défi perpétuel. Le mémorial n'apporte ni réponse facile ni apaisement. Au contraire, il oblige à affronter les aspects les plus sombres de la nature humaine. Il se dresse comme un témoignage en l'honneur des victimes et un rappel saisissant des conséquences de l'indifférence, de la haine et de l'effondrement des repères moraux. Les baraquements préservés, les fondations des baraquements, le crématorium et les mémoriaux religieux servent tous d'enseignants silencieux. Ils invitent les visiteurs à témoigner du passé et à réfléchir à leurs propres responsabilités dans le présent. La préservation du site est un acte délibéré de résistance contre l'oubli, garantissant que les leçons de Dachau demeurent une part vivante de notre conscience collective. La libération de Dachau n'a pas marqué une fin nette, mais a constitué une confrontation chaotique entre l'horreur et la lutte pour la justice. Elle a révélé les derniers rouages désespérés du système nazi et a mis en lumière des leçons plus larges sur la façon dont les bureaucraties peuvent être détournées à des fins meurtrières. Le monde, tout comme les soldats qui en furent témoins, ont été contraints de s'interroger sur la signification de ces événements pour le droit, la mémoire et la responsabilité. Si cette histoire vous a touché ou vous a aidé à voir la guerre autrement, rejoignez notre communauté. Vous abonner permet de soutenir une histoire plus rigoureuse et davantage de voix. Laissez un commentaire. Continuez à explorer avec Epiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.